Bon, bah, François, je suis content de te retrouver au nom des Clionautes avec Jean-Michel. Ça fait un bout de temps que tous les deux, on a découvert Pearl Trees et puis qu'on s'est intéressé dans nos établissements respectifs dans un premier temps à ce projet, parce que je vois ça comme un projet collectif. Et puis que petit à petit, on a essayé de diffuser auprès des Clionautes. Et puis, je dois dire que ça a bien marché. Et nous avons noué un partenariat ensemble d'échange depuis 3 ans afin de diffuser cet outil auprès des clients et puis de pouvoir échanger sur nos pratiques. Parce que c'est ce qui me plaît, moi, à titre personnel, dans l'échange avec Pearl Trees, c'est votre capacité d'écoute pour des développeurs. Et puis nous, ce qu'on peut essayer de vous apporter, c'est tout ce regard un peu pédagogique, en tout cas pour l'histoire-géographie. Alors, j'aimerais pour toutes les personnes qui nous regardent, que tu nous présentes rapidement un petit peu le projet de Pearl Trees avant qu'on puisse discuter un peu plus avant des nouveautés, notamment des manuels granulaires. Oui, bien sûr. Alors, Pantries, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui a pour vocation de permettre à ses utilisateurs d'organiser l'information. Et donc, l'idée, c'est que chacun puisse prendre déjà n'importe quel type d'information numérique sur le web, dans son ordinateur, dans un manuel numérique, pourquoi pas, et de pouvoir l'organiser pour composer en fait ce qu'il veut. Et donc, on va pouvoir, dans la partie Pantries Éducation, on va pouvoir du coup mettre en place des cours. On va pouvoir, parce que cette plateforme est collaborative, mettre en place des activités pédagogiques, créer des activités qui impliquent en fait les élèves et qui leur demandent une part active. Et le côté multiformat de Pantries, donc notamment le fait qu'on puisse se prendre en vidéo, qu'on puisse s'enregistrer, etc., va permettre d'avoir des activités qui couvrent tout le spectre de ce qui est demandé maintenant dans les programmes scolaires, c'est-à-dire de la maîtrise orale, de l'expression écrite, de la construction d'informations, etc., des capacités de synthèse aussi, je pense, beaucoup. Donc voilà, c'est comme ça qu'on travaille. Donc c'est un réseau collaboratif qui permet à chacun d'organiser ses activités pédagogiques. D'accord. Et pour toi, en tant que développeur et puis en tant que cofondateur de ce projet, quelle peut être la place des enseignants pour vous? Au-delà des simples utilisateurs, qu'est-ce que tu penses qu'on peut apporter à ce projet? Alors tout à l'heure, tu as parlé de partenariat. Je trouve que le mot est juste. Mm. C'est-à-dire que en fait, là, ça vaut le coup d'expliquer un petit peu la manière dont Plantries est fabriqué. En fait, Ouais. nous, on a un mode de développement qu'on appelle agile. Alors c'est en un mot, hein. Donc le développement agile, ça signifie qu'en fait, on va avoir des itérations courtes sur un produit existant. Et donc, on va développer un premier produit. On va tout de suite interroger les utilisateurs pour savoir comment ce nouveau produit est utilisé, qu'est-ce qu'il Mhm. serait intéressant d'y ajouter. Et immédiatement après, ça va permettre de créer un nouveau cycle de développement du produit. Donc, on passe notre temps comme ça à écouter, développer, écouter, développer, écouter, développer, avec évidemment l'idée de garder la simplicité d'usage de Plantries, mais de petit à petit épaissir en fait les capacités, les fonctionnalités que la plateforme, dont les enseignants ont besoin en fait. Donc voilà, pour moi, la nature de la relation, c'est vraiment un partenariat qui permet de co-construire un produit qui, je l'espère, est de plus en plus utile à mettre en place en fait la pédagogie que vous voulez mettre en place, quoi. Voilà. D'accord. Et si je prends le cas de la diffusion dans les établissements, alors moi, si je prends le cas de mon établissement, ça fait maintenant 4 ans qu'on a l'abonnement à Pearl Trees, on a découvert, on a noué ça ensemble. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, ça se diffuse plus facilement? Est-ce qu'il y a un vrai potentiel d'explosion de l'outil? Ou est-ce que ça reste encore quelque chose qui est difficile à expliquer et qui a plus de mal à percer pour toi? Est-ce que ça se diffuse bien? Bah, disons que Pas. je pense que ça se diffuse assez bien. Je pense même qu'en fait, c'est assez explosif, pour reprendre Mmh. des termes de commentaires de courbe. Pourquoi? Parce qu'en fait, effectivement, la première année en 2016, il y a quelques établissements qui ont noué ce partenariat, qui découvraient Pantries. Je dirais peut-être
peut-être 20, quoi, quelque chose comme ça, 30. Et en fait, aujourd'hui, 4 ans ou 5 ans plus tard, on est à plus de 1000 établissements, donc c'est 1100, je crois, qui sont équipés de la plateforme Pantries. Il faut noter aussi que ça se développe bien en France, mais qu'il y a d'autres pays qui sont intéressés par Pantries Éducation. On a récemment équipé en fait le Luxembourg, qui d'ailleurs va généraliser l'usage de Pantries à tous ses établissements scolaires. Génial. Voilà, donc c'est ce partenariat est intéressant parce qu'il il permet d'avancer, de construire une plateforme qui avance bien. Dans la région sud où tu es présent, je crois qu'il y a quelque chose comme 20% des lycées qui maintenant ont choisi Pantries. On a complètement équipé les lycées de la région Île-de-France, de la région Centre. Là, en septembre, il y a probablement une partie des lycées d'Occitanie qui seront équipés de Pantries aussi. Donc on voit que les choses avancent quand même à bon rythme. En tous les cas, voilà. Et je crois qu'en fait, ça doit représenter quelque chose comme 15% à peu près des établissements du secondaire, en termes d'équipement, qui sont aujourd'hui équipés de Pantries. D'accord. Alors, chez Clionote, on a un peu de tout. On a des étudiants, bon, on a aussi évidemment des enseignants. Si on prend le cas du collège et du lycée, est-ce que tu trouves que cet outil est utilisé de façon si simple en collège ou en lycée, ou est-ce que tu as remarqué, avant de rentrer un peu plus dans les détails, est-ce que tu as remarqué plus peut-être de fonctionnalités adaptées au collège ou adaptées au lycée? C'est une bonne question, ça. En fait, je ne vois pas de vraie différence pour répondre tout de suite à la question. Hmm. Et par ailleurs, j'ai l'impression qu'en fait, même s'il y a des questions de niveau, comment dire, d'autonomie vis-à-vis du numérique aussi, hein, qui se déploie petit à petit, hein, les élèves sont pas les mêmes en sixième et en terminale, évidemment. Mais cela dit, vous remarquerez qu'il y a eu une évolution des programmes qui a commencé en 2016 par la réforme des lycées, qui s'est poursuivie après par la réforme des lycées. Et dans les deux cas, il y a des logiques qu'on a vu se diffuser en fait dans les deux, à la fois au collège et au lycée. Je m'explique. Dans le collège, on a vu se mettre en place des projets en fait des élèves qu'on a appelés des parcours, où en fait l'élève s'autonomise et construit un parcours citoyen, un parcours santé, un parcours artistique. Et on voit en fait dans cette activité le début d'une certaine autonomie de l'élève. Et l'enjeu de Pantries est d'accompagner en fait, de donner du corps en fait à l'autonomie de l'élève pour qu'il puisse piocher toutes les informations qui vont venir l'aider à bâtir au fond ses parcours et ça va se poursuivre. Vous noterez aussi qu'il y a maintenant une épreuve orale au brevet et qu'on voit aussi le développement de l'expression orale en fait des élèves dès le collège. Et je trouve que la réforme des lycées est un peu dans la continuation de cette réforme des collèges qu'il y a eu en 2016, dans le sens où quand on arrive maintenant en seconde, l'élève doit faire un peu le point sur où il en est, sur ce qu'il doit faire, comprendre un peu son orientation avant de choisir ses différentes options. Et le fait d'avoir construit auparavant un parcours personnel qui soit bien construit, bien réfléchi, doit, je pense, aider les élèves à bâtir en fait un peu leur toit, à le concevoir. Et on sent en tous les cas que l'autonomie, dès qu'on arrive au lycée, en fait, se prend corps et on met les élèves face à des décisions qu'ils doivent prendre. Je trouve que c'est intéressant. Puis quant à l'oral, bah, je dirais que c'est même une des épreuves qui était apparue maintenant pour le bac. Elle s'appelle le grand oral. Voilà, ou le chef-d'œuvre hein, pour les filières professionnelles. Mais en tous les cas, on sent que l'éducation, euh, je dirais, développe son attirail d'expression. On sent qu'on a besoin d'avoir des élèves plus autonomes, qu'on les fait réfléchir sur eux-mêmes, que le rapport probablement à l'enseignement se modifie petit à petit. Et je crois que en fait, l'outil Pearl parce qu'il est essentiellement multimédia, c'est-à-dire qu'on peut gérer de la vidéo, on peut gérer du son, on peut gérer de l'écrit, peut très bien accompagner en fait cette démarche qui, je trouve, enfin, qu'on arrive bien à poursuivre en fait du collège au lycée, enfin de la sixième à la terminale.
D'accord. Je vais prendre mon cas de figure et puis on pourrait élargir parce qu'on a des cléonotes qui sont un peu partout. Euh, Nous, j'ai remarqué que le passage à la tablette dans la région sud a été un démultiplicateur d'intérêt pour Poultry, dans le sens où les écrans étaient utilisés par les élèves déjà sous format de téléphone portable, mais bon, c'était pas forcément autorisé ou conseillé. Là, avec la tablette qui se généralise, forcément, on a plus d'écrans. Et puis, l'application de Poultry fonctionne très bien. Il y a une vraie synergie qui se crée. Est-ce que pour toi, c'est complètement déconnecté, cette question, développement de Poultries et puis accès à plus d'écran, ou est-ce que tu penses que ça peut être un frein pour des établissements qui n'auraient pas accès facilement à des salles informatiques, par exemple, qui n'auraient pas accès à des tablettes? Est-ce que ça peut être un frein pour le développement? Ou alors, de toute façon, comme tu l'as dit, comme les élèves construisent un petit peu leur parcours personnel et puis même avec l'enseignant, comme ils ont sans doute accès à la maison à ces écrans, il n'y a pas vraiment de corrélation entre les deux. Je pense qu'il y a quand même une corrélation, c'est-à-dire que elle n'est pas, comment dire, si vous avez des établissements qui sont très faiblement équipés en numérique, ça va quand même être plus difficile disons que l'usage de Plantries ne sera pas le même. On va avoir à ce moment-là un usage où l'enseignant va l'utiliser par exemple pour faire cours et les élèves pourront retrouver chez eux depuis l'écran familial, disons, leurs cours, des exercices, etc. Mais du coup, on sent que, en tous les cas, l'intensité d'usage chez les élèves ne sera pas exactement la même et l'autonomie sera probablement moins développée. Ce qui est intéressant dans les régions et les départements qui ont la chance d'être équipés de tablettes, c'est que malgré les défauts ou les discours qu'on peut entendre sur les écrans, c'est quand même un outil d'autonomie assez formidable. C'est-à-dire que on l'a vu d'ailleurs au moment du confinement qui a exacerbé ces points-là. C'est-à-dire que quand il y a un ordinateur dans une maison et que il y a trois enfants, deux au lycée, un au collège ou l'inverse, et que tous reçoivent, ont besoin de faire des visios, ont besoin de faire, on a senti là que les tensions pouvaient être dures. Et on voit d'ailleurs, je trouve assez bien que les collectivités territoriales ont pris la mesure, je pense, de l'enjeu et s'adaptent. C'est-à-dire qu'il y avait déjà beaucoup de collectivités qui avaient mis en place en fait des tablettes. C'était le cas de la région Sud, hein. C'était le cas aussi de la région Île-de-France. Là, on voit que la région Normandie s'adapte et lance un programme d'équipement en ordinateur de ses élèves. Bon, on voit comme ça. Puis alors pour les départements, c'est plus morcelé, mais vous avez des départements qui ont fait des politiques d'acquisition pour les collèges. Généralement, c'est pas forcément pour les élèves, c'est peut-être pour les collèges pour que les salles soient équipées de tablettes, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que plus vous avez de ces outils-là, plus effectivement une certaine indépendance en fait de l'apprentissage peut se mettre en place. Et il me semble que cette autonomie et le rapport des élèves à l'apprentissage s'en trouvent en tous les cas transformés. Et pour ce qui est du déploiement de Plantries et du coup de ce que Plantries permet, effectivement, euh, quand même, les usages de Plantries sont plus développés, disons, dès lors que le nombre d'ordinateurs est accru. Ouais. D'accord. Ah, bonjour Déborah. Bonjour Déborah. Euh, Justement, pour rebondir là-dessus, si on parle un petit peu accompagnement, alors moi je sais comment ça se passe, mais j'aimerais bien que tu nous expliques comment vous avez imaginé, puis comment vous entretenez l'accompagnement que votre équipe fait avec les établissements, mais aussi avec les enseignants. Je m'explique, vous ne faites pas que livrer Pearl Trees, et puis après c'est à nous de nous débrouiller avec. Vous avez tout un système de tutoriels. Bon, comment vous construisez ça? Vos équipes, est-ce que vous attendez qu'on vous pose des questions ou est-ce que vous êtes proactif, proposer des formations? Non, l'idée, si vous voulez, c'est que si on devait le résumer, l'idée c'est d'avoir un déploiement des usages de Plantries, mais qui se fasse en douceur, si on devait le faire la chose. Et en fait, si vous voulez, ça s'appuie vraiment sur la volonté des enseignants de s'approprier Plantries. Et je peux vous faire un cas type parce que ça se reproduit quand même après 1000 établissements, on commence à voir
un pattern se dessiner. Et en fait, généralement, quand on regarde un établissement, au début, vous avez quoi, 10, 15, 20% en fait des enseignants qui sont intéressés par Pantry, je dirais primitivement, vous voyez, quand vous en parlez comme ça. Et en fait, c'est auprès d'eux qu'on va faire la première vague de déploiement. C'est-à-dire qu'on va dire, bah voilà, on va vous faire une formation. Alors, la formation comprend deux volets. Il y a une formation dite de prise en main, où c'est vraiment comment je m'installe dans la plateforme, j'apprends à ajouter quelques contenus, etc. Et une formation dite de perfectionnement, dans laquelle on va apprendre là plutôt la partie sociale, comment j'invite ma classe, comment je développe des activités. Et donc ça, si vous voulez, c'est pour la mise en place. Et donc généralement, ce qui se passe, c'est que ça prend à peu près 2 semaines. Et donc le premier groupe, enfin 2 semaines, ce sont 2 formations d'1 heure qui s'étalent sur 15 jours. Et du coup, ce premier groupe va lancer ses classes, va commencer de constater en fait que ça permet de gagner pas mal de temps, tout simplement pour fabriquer ses cours, pour mettre en place une activité pédagogique. Quand vous avez des activités collaboratives, ça va vraiment très très vite. Et quelque part, un bouche à oreille positif se met en place à partir de ce premier groupe. Et ce bouche à oreille va créer le deuxième groupe, tout à fait naturellement, où là, on va voir d'autres enseignants qui vont venir. Et généralement, si vous voulez, on arrive en 6 mois, à peu près 6 à 9 mois, ça dépend un peu de la taille de l'établissement et de la capacité aussi à pouvoir faire ces formations, parce que parfois le temps manque un peu. Mais quand on arrive à le faire, on a généralement 75% des enseignants qui sont devenus des utilisateurs très réguliers, hein, ce qu'on appelle des actifs mensuels chez Pantry. C'est un peu la métrique dans l'industrie qui permet de saisir l'intensité d'usage. Et voilà, et donc on a 100% des élèves, parce que très vite 100% des élèves sont inscrits, plus vite que les enseignants. Et on a généralement à la fin toujours c'est pas très joli, mais un résidu, si vous voulez, qui reste de 15% à peu près d'enseignants qui, pour des raisons diverses, n'aiment pas le numérique. Ça peut être de la résistance, ça peut être, je sais pas, des mauvaises expériences qui se sont accumulées, qui font qu'on y va beaucoup plus difficilement. Ça peut être un peu de peur aussi parfois, mais euh, mais voilà, généralement ça se stabilise au bout de 9 mois à peu près, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire qu'on a allez, 75-80% des enseignants qui sont actifs réguliers, et puis le reste qui met un peu plus de temps. Voilà. D'accord. Avant de parler des manuels, est-ce que vos équipes ont repéré des pratiques particulières des enseignants, ou est-ce que finalement on fait tous à peu près la même chose? Est-ce que c'est juste pour du stockage et du partage de documents, ou est-ce que petit à petit, tu vois, des nouvelles pratiques se mettent en place et qui du coup vous incitent, vous, à réfléchir autrement aux produits? Alors, il y a beaucoup de pratiques qui se mettent en place. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est très divers. Il y a même, je pense, hein, une sorte de multiplication comme ça, une créativité réelle de mise en place d'activités pédagogiques. Et du coup, on voit apparaître des tas d'exemples qui peuvent être assez différents. Cela dit, il y a quand même il y a des basiques quoi, qu'on retrouve quand même. Par exemple, créer un cours, bon bah ça reste quand même assez présent hein, dans les classes. Faire travailler des élèves sur ce qu'on pourrait appeler des exposés, ou en tous les cas de la construction de sur un point particulier, etc. Ça se voit. Par contre, ce qu'on voit apparaître énormément, c'est de la différenciation. Je pense que ça va avec l'autonomisation des élèves d'ailleurs, et qui apparaissent de plus en plus. On voit des formes aussi de pédagogie, de transmission de la connaissance par le jeu qui se mettent en place, avec des enquêtes à résoudre, avec des mises en situation d'élèves un peu particulières. On a parfois enfin voilà, c'est ça qu'on peut observer. Après, c'est difficile de le résumer parce que justement, c'est un peu éclaté, mais je dirais qu'en fait, ce qu'on voit apparaître le plus en ce moment, c'est de la transmission, de la mise en situation pour que les élèves puissent déployer l'acquisition de connaissances, et puis aussi la mise en place de réflexes intellectuels chez les élèves par le jeu. Ça, je trouve que c'est très. On sent qu'il y a une recherche très vivace en tous les cas sur cette veine. Ah, c'est bien ça. Alors, pour en venir au manuel, on a découvert maintenant, ça fait quoi, 3 ans, la mise en 2 place, en ans. tout cas pour les lycées. Ouais, 2 ans, c'est ça. La mise en place des manuels. Est-ce que tu pourrais nous expliquer
comment ça fonctionne tout simplement? Pourquoi vous êtes arrivé là? Et puis nous présenter concrètement les Ouais. outils, à quoi ça ressemble. Alors, on en est venu à ça. En fait, c'était au tout début. Jean-Michel tout à l'heure évoquait 2014 où on était déjà en contact et il disait ça serait bien d'avoir un Pearl Trees Éducation. En fait, au tout début de la mise en place de Pearl Trees Éducation, donc le moment où vraiment on a proposé des espaces privés sécurisés aux établissements, on continue d'ailleurs de passer beaucoup de temps avec des enseignants et j'avais discuté avec un enseignant qui m'avait dit ah oui, mais faut qu'on ajoute tout dans votre truc. C'est un peu compliqué. Moi, j'ai pas envie de passer du temps, aller chercher de l'information, etc. Et en sortant de l'entretien, je m'étais dit bon bah c'est pas gagné, hein, parce qu'à l'époque on devait avoir équipé 2 établissements, enfin quelque chose comme ça. Et après, en réfléchissant, je m'étais dit mais c'est intéressant ce qu'il m'a dit parce que on pourrait réfléchir à mettre comme ça du contenu pédagogique déjà structuré à disposition des enseignants. C'était comme ça qu'était venue l'idée. Et évidemment, une fois qu'on a dit ça, on pense assez vite au manuel, quoi. Et du coup, je m'étais dit, mais ouais, les manuels, ça serait pas mal. Puis alors, j'en ai parlé du coup après avec mes associés, puis on s'est dit, ouais. Et puis alors après, il a fallu commencer à en parler à des éditeurs qui au début nous ont dit mais vous êtes fous, c'est pas parce que vous avez équipé 20 établissements que, enfin bon. Du coup, ça a mis un petit peu de temps aussi de réfléchir ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que pour les éditeurs aussi, c'est bien. C'est-à-dire qu'en fait, pour maintenant avoir discuté avec pas mal d'auteurs de manuels, il y a un dilemme, si vous voulez, toujours pour un auteur de manuel, c'est mais à quel élève s'adresse-t-on? Et c'est pas simple, parce qu'en fait, d'une certaine façon, il s'adresse à tous les élèves de France. Enfin, en tous les cas pour la terminale, la seconde, la première, etc. Et du coup, les choix sont pas forcément simples. Ils partent un peu de ce qu'ils connaissent. Il y a des discussions avec le comité de rédaction. Mais enfin, à la fin, ça se fait pour tous, quoi. Et quand on y réfléchit 2 minutes, on voit bien que les enseignants connaissent des contextes d'enseignement qui sont très différents. En fait, c'est Oui. même frappant d'hétérogénéité. C'est-à-dire que déjà, si vous êtes dans un lycée qui est à la campagne ou dans un lycée qui est en centre-ville, vous n'allez pas avoir les mêmes élèves, vous n'allez pas avoir les mêmes problématiques. Il va pas se passer la même chose. Je parlais tout à l'heure, on échangeait un peu sur les moments où nous étions lycéens nous-mêmes, et je disais, moi voilà, j'étais interne. Quand vous avez un gros internat dans un lycée, vous êtes avec des gens qui vivent dans l'établissement, ça ne crée pas le même rapport à l'enseignement, etc. Donc en fait, cette hétérogénéité, elle est antinomique avec l'idée du livre unique. Vous voyez, elle se heurte, elle se confronte en fait au livre unique. Et surtout, ce que je trouve très intéressant dans ce mélange du manuel et de cette interface Pearl-Trees, c'est que ça permet, si vous voulez, de démoyenner, d'adapter en fait le manuel aux élèves. Et au fond, c'est très soulageant même pour les auteurs des manuels de se dire, en fait, les enseignants vont pouvoir chacun adapter le manuel au contexte d'enseignement dans lequel ils se trouvent. Et je vais terminer ce point par une histoire vraie. Un jour, j'étais avec une prof de philo de Martinique. Et elle me disait, vous savez, moi j'ai des élèves qui sont essentiellement caraïbéens. Je me dis, ça peut vous sembler drôle, mais le manuel de philosophie est essentiellement européano-centré. Et la réalité des textes de philosophie touche peu. Disons même qu'elle concerne peu des élèves caraïbéens. Et donc, je lui disais, ah oui, comment vous faites alors du coup? Elle me disait, du coup, je fais des photocopies et tout ça. Et en fait, elle avait pris, ça va vous parler en tant qu'historien, mais elle était repartie, si vous voulez, du destin de Toussaint Louverture pour questionner la légitimité du pouvoir auprès de ses élèves caribéens. Parce que, évidemment, c'est pas du tout pareil, Toussaint Louverture aux Caraïbes et en France. Et en fait, elle utilisait du coup des textes classiques sur la légitimité du pouvoir et cette aventure caraïbéenne pour montrer en fait comment les choses pouvaient être un peu différentes, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, elle, son travail d'adaptation du programme et du manuel passait nécessairement par les histoires caribéennes, etc. Et au fond, il n'y a pas besoin d'aller si loin. N'importe quel établissement a ce même souci.
Et voilà, moi, effectivement, en Bretagne, j'étais dans un établissement qui était à côté du château de la Duchesse Anne, ce qui fait que sans arrêt, on parlait du château de la Duchesse Anne. Bon, c'était parce que c'était le machin d'à côté, quoi. Et en fait, il y a peu de traces quand vous ouvrez un manuel, la Duchesse Anne, on n'en parle jamais, quoi. Et cependant, les profs, sans arrêt, expliquaient, et pendant la Révolution, et du coup, le statut de la Bretagne vis-à-vis de la France, et les parlements, et qu'est-ce que ça voulait dire tout ça. Et en fait, c'était assez intéressant parce que on se nourrit du contexte sur lequel on grandit, quoi. Et je trouve que les enseignants font ce travail justement de tresser en fait entre le grand programme, entre le manuel un peu général et tout ça. Et je crois que Pearl Trees est un outil qui permet de bien tresser, de bien démoyenner, de bien personnaliser au fond l'enseignement dans le contexte dans lequel on se situe. Enfin, en tous les cas, c'est pour ça qu'on le fait notamment. D'accord. En fait, tu dirais que Pearl Trees nous offre une plateforme qui doit être suffisamment simple pour que nous, on puisse se l'approprier et puis finalement construire notre manuel. Un petit peu, c'est un petit peu Ouais, ça le, c'est le projet. ouais, c'est le projet. Ouais. Tu pourrais nous montrer quelque chose, comment on peut faire ça sur les manuels? Allez, je vais partager mon Vas-y. écran. Donc, hop, je partage. Hop, hop. Alors, normalement, vous allez voir, du coup, Pearl Trees. Oui, Est-ce que vous voyez bien, du coup, Pearl Trees? Alors, oui, parfaitement. ce... là, bon, on est sur la page d'accueil. Juste, il y a une chose à savoir, c'est que les manuels dans Pearl Trees sont dans Pearl Trees, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a pas à les télécharger, il n'y a pas à s'identifier. Pearl Trees est dans le Gard, donc il n'y a pas d'identification supplémentaire. Il suffit de se connecter comme d'habitude à votre compte et on va aller là dans le compte d'un enseignant fictif, mais que j'utilise pour faire les présentations. Et donc là, on arrive dans le compte, vous voyez, qui doit ressembler d'ailleurs à vos comptes si vous avez un compte Pantries. C'est un compte où Pantries, ça fonctionne comme un bureau en fait. Hein, vous avez un bureau dans lequel on va pouvoir organiser ses cours, on va pouvoir organiser des activités pédagogiques, on va pouvoir avoir des espaces de collaboration avec des collègues enseignants, on va avoir des espaces de collaboration avec ses élèves. Bref, c'est un bureau dans lequel on organise tout. Et comme dans tous les bureaux, ben, vous avez des petits accessoires qui vont vous aider à organiser tout ça. Et donc, on a par exemple ici en haut à gauche un truc qui s'appelle Mon compte, dans lequel vous allez retrouver notamment une sorte de table des matières en fait de tout ce que vous avez construit pour pouvoir vous repérer facilement dans votre cours. Donc, si on va là dans ce qu'on a construit par exemple en sciences sociales, on va retrouver ben, les cours qu'on a pu faire sur la Méditerranée médiévale, gérer les ressources, etc. Donc ça, c'est un petit outil. Je vous le montre aussi parce que on va voir qu'il est vachement important pour l'usage des manuels. Donc je vous montre ça rapidement. À côté, vous avez aussi cette partie ici qui s'appelle Mon réseau, qui elle aussi est hyper importante pour les manuels, bizarrement. Mais parce que je dis bizarrement parce qu'en fait, ça c'est la partie qui agrège tous les événements sociaux au sens des réseaux sociaux qu'on va avoir dans Pantries. Donc là, on va avoir les messages que nous envoient les élèves, on va retrouver des recommandations de lecture, on va voir des nouveautés qu'on a dans des espaces partagés, etc. C'est un peu comme le fax que vous avez sur votre bureau, quoi, si vous voulez. C'est l'endroit où on reçoit tout ça. Et on a ce nouvel onglet ici, qui d'ailleurs est présent si vous êtes dans un lycée et que vous enseignez dans un lycée. Vous allez retrouver ce petit onglet-là, donc il s'appelle Mes manuels. Et donc, quand vous cliquez dedans, ben, vous allez retrouver effectivement donc les manuels. C'est pensé comme une bibliothèque. C'est-à-dire qu'on part vraiment de l'idée du bureau physique, hein, où vous organisez tout, puis de temps en temps, vous vous levez pour aller chercher dans un ouvrage des ressources, de l'inspiration, etc. Et ben, cette bibliothèque, elle est là, elle a deux rayonnages. Hein. Le premier, c'est comprendre les manuels granulaires. Donc là, toute l'idée, c'est un peu d'information, disons, sur le concept des manuels granulaires. Et juste en dessous, ben, vous retrouvez en fait tous les éditeurs avec lesquels on travaille. Donc il y a Nathan et Abordas hein, pour la partie lycée général et technologique. Vous avez le Génie Éditeur et la Fontaine Picard pour tout ce qui est manuel de gestion pour notamment les filières professionnelles et la partie gestion des voies technologiques, puis Belin avec lequel on a travaillé pour le collège en fait. Alors, en termes de sciences sociales, ce qu'on a présenté est essentiellement
est essentiellement chez Nathan, parce qu'ils ont une collection en fait très riche et que du coup on pense qu'elle est intéressante. Il y a deux manuels d'histoire, hein, comme vous pouvez le voir. Il y a le manuel de Le Quintrec, il y a le Cotte, comme on dit, le Sébastien Cotte. Il y a un manuel de géographie qui est fait par Monsieur Janin. Il y a la GGSP où là, ils ont réuni toute l'équipe pour faire le manuel de la GGSP, qui est pas si simple que ça d'ailleurs parce qu'il évolue beaucoup avec l'actualité. Et puis vous avez un manuel de SES. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde rapidement comment ça fonctionne en fait à Ouais, c'est l'intérieur du manuel, hein. Donc j'entre dans un manuel. J'ai mis d'ailleurs dans, vous le verrez si ça vous amuse d'aller regarder, mais il y a à chaque fois un petit tuto qui est lié à l'activité qu'on fait, hein. Donc là, c'est un tuto pour les manuels de sciences humaines. Là, vous avez un petit guide d'usage, et puis là, vous avez des visios que j'anime en fait tous les jours à 13 heures, qui vous permettent éventuellement de venir parfaire votre connaissance du manuel granulaire. Et donc, vous voyez qu'en dessous, vous avez toute la collection des Le Quintrec, là, seconde, première et terminale. Et quand on entre en fait dans un manuel, on arrive tout de suite dans le sommaire en fait. Donc, vous voyez, il y a une introduction, il y a les grandes parties du programme qu'on retrouve, et on va retrouver du coup là l'intégralité de notre manuel. On va même avoir tout en bas. Alors, excusez-moi, je descends un peu vite. Voilà, on a le guide du lycéen vers le bac. Vous savez, c'est toutes les fiches qu'on peut avoir qui sont soit dans les rabats, soit dans ces parties-là un peu du manuel. Donc vous avez bien le manuel complet, hein, que vous pouvez que vous avez sur un manuel papier. Et si on entre dans un chapitre en particulier, on va voir d'ailleurs qu'on a euh, on a en fait une vue assez complète, hein, d'ensemble, disons, du chapitre. Vous voyez que tous les chapitres en histoire commencent par un repère temporel et un repère spatial. D'une certaine manière, on voit tout de suite qu'il s'agit d'étudier une société particulière dans une période de temps, dans un lieu précis. Et donc, on le marque ici tout de suite. Après, vous avez le cours avec donc les trois parties du cours, et puis des études de documents qui vont permettre d'inviter les élèves à adopter un peu une recherche justement d'historien, c'est-à-dire de pouvoir observer des documents, généralement des documents d'époque, mais qui vont permettre justement d'expliquer, de reconstituer le mode de fonctionnement en fait de cette société donnée à un temps donné. Voilà, et puis juste en dessous, on va retrouver après les fiches de révision vers le bac. Et puis un point important qui n'était pas là d'ailleurs l'an passé, mais qui a fait son apparition en cours d'année, ce sont les ressources complémentaires. En fait, les ressources complémentaires, ce sont toutes les ressources qui, au-delà des ressources qui sont déjà présentes dans le manuel papier, permettent de bénéficier vraiment de l'interactivité qu'offre le numérique. Et donc là, bah, vous avez des docs audio. En fait, c'est le cours qui est lu et qui permet d'ailleurs aux élèves qui, par exemple, sont moins à l'aise en lecture de pouvoir entendre le cours. Il y a aussi ceux qui ont des transports en commun qui peuvent avoir ben voilà, ça peut être pratique pour eux, quoi. Voilà, il y a des matériaux qui permettent aussi d'animer un peu la classe. Vous voyez, si vous avez besoin un jour de bien expliquer la manière dont se sont construits les frontières en fait de la France contemporaine, vous avez là en fait une carte animée qui permet de voir en fait le j'allais dire roi après roi, mais enfin c'est un peu ça. Comment les territoires, en fait, le territoire s'accroît et vient se figer à peu près dans ces frontières actuelles. Qu'on voit bien la constitution voilà, mais il y en a pour tout, hein. Il y en a pour en géographie, il y en a en SES, enfin bref, c'est du matériau animé qui permet de faciliter la compréhension et de bien comprendre les choses. Il y a des exercices. Alors les exercices sont des exercices interactifs qui vont permettre de travailler en fait avec les élèves, essentiellement l'automatisme, hein, c'est-à-dire de pouvoir situer très vite une époque, de se rappeler comme ça des choses. Et puis vous avez des pages web, des choses comme ça qui permettent de revenir sur la thématique abordée dans le cours. Et donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que vous avez du coup dans votre chapitre à la fois, si vous voulez, les ressources, je dirais classiques, hein, que vous pouvez avoir dans
un manuel papier. Je ne sais pas si vous me voyez, mais un manuel papier comme, Oui, si, comme si. celui-ci. Voilà, il y a vraiment l'intégralité du manuel plus les ressources interactives qui sont prévues par les éditeurs, quoi. Donc voilà. Et si je prends par exemple ces ressources, tu disais que chaque enseignant finalement peut s'approprier les ressources. Il y a possibilité donc de modifier les ressources qui sont là ou? Ouais, absolument. Alors en fait, vous êtes dans une bibliothèque, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et dans une bibliothèque, vous aurez la possibilité de piocher les éléments qui vous intéressent. Donc si par exemple on a envie de prendre, on va aller dans le cours par exemple ici, et que vous vous dites, tiens, la carte, l'extension territoriale du royaume est intéressante, vous pouvez la prendre comme ça avec votre souris. Vous voyez, elle va venir se détacher. Et là, on va pouvoir aller la poser dans mes collections. Dans mes collections, vous descendez dans sciences sociales et puis là, vous allez pouvoir la mettre dans votre cours pour l'ajouter en fait dans le cours que vous Mm. êtes en train de constituer. Quand on clique après du coup sur le sciences sociales ici, on revient dans le compte de l'enseignant, donc on revient dans le bureau et dans le bureau, c'est l'endroit où vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Et donc votre carte, vous allez pouvoir la prendre, la mettre là où elle est pertinente en fait. Et cette carte, vous allez pouvoir l'éditer entièrement. Donc vous allez pouvoir cliquer dessus comme ça pour l'ouvrir déjà en grand. Et là, vous voyez, il y a un petit bouton d'édition qui va permettre en fait de modifier le titre, par exemple, pour que le titre se colle exactement à l'intention que vous avez dans votre cours. Vous allez pouvoir aussi, pourquoi pas, la commenter, cette carte. Vous voyez, vous avez ici la possibilité de modifier le texte avec d'ailleurs pas mal de subtilités. Vous pouvez modifier le texte avec marque. Avec marque, ça veut dire que vous laissez votre trace. Donc là, les élèves sauront que c'est vous qui avez posé une question ou demandé quelque chose sous la carte. Ou alors, Et les élèves vous pourront répondre? ouais, les élèves pourront répondre. On va le voir tout à l'heure. J'ai prévu de vous montrer un petit exercice. Et vous pouvez aussi éditer sans marque. Et à ce moment-là, vous glissez un peu comme si c'était vous l'éditeur. Et vous voyez, vous pouvez du coup marquer comme ça les questions et vous dissimuler quelque part dans l'édition. Voilà, donc en fait, ça c'est un moyen d'intégrer en fait des éléments du manuel au sein de votre cours à vous et donc de le personnaliser. Après, pour les exercices, vous pouvez aller chercher des exercices. Je voulais vous montrer une petite fonctionnalité qu'on a rajoutée cette année et qui est assez intéressante. En fait, on avait l'année dernière, quand on était dans la bibliothèque comme ça des manuels, il y avait des enseignants qui nous ont dit mais c'est pas très facile de naviguer en fait dans vos manuels. Et du coup, on a rajouté des choses. Par exemple, ici, on a rajouté dans mon compte un sommaire interactif. Donc, qui permet de se promener comme ça dans le manuel assez facilement et surtout de savoir où on est dans le manuel. Donc, vous voyez, si vous avez besoin de passer très rapidement d'une catégorie à l'autre du manuel, vous pouvez le parcourir comme ça très vite. Et vous pouvez même utiliser le zoom qui est en bas ici à droite pour grossir les images et vous permettre de voir comme ça d'un seul coup d'œil l'intégralité en fait des ressources. Vous voyez, là, on peut tout lire. Et donc, c'est un peu comme si vous étiez en train de tourner les pages de votre manuel. Et alors, le dernier truc qui est assez intéressant, c'est que si on va dans un manuel, je vais changer, on va aller dans un manuel de géo, par exemple. Si vous allez dans un manuel de géographie, là, par exemple, de la page 110 à la page 130, vous pouvez cliquer ici dans géographie, choisir l'onglet mes manuels pour dire, voilà, je fais la recherche dans mes manuels. Et là, on va voir que on découvre le manuel en intégralité et dans l'ordre, hein, voilà, juste en le parcourant comme ça de manière très simple, ce qui permet de découvrir les contenus intéressants pour son cours hyper facilement parce que là vous pouvez les lire comme si vous étiez en train de compulser un manuel tout seul, quoi. Voilà. Et C'est bien donc, ça. ouais, c'est assez pratique. Généralement, alors, je vous dis pas en sciences, parce qu'ils adorent pouvoir piocher des exercices et les mettre comme ça. Là, je suis en train de chercher justement un petit travail qu'on pourrait donner aux élèves, un petit exo. Euh, voilà, je sais pas ce qu'on pourrait prendre, les inégalités en Russie, pourquoi pas, on va imaginer qu'on demande aux élèves de commenter en fait ce texte ici. Donc je vais le partager là avec les élèves. Vous voyez, je vais cliquer sur le bouton partager et hop, on va envoyer ça à notre classe de seconde. Hop, donc je sélectionne ma classe ou mon groupe.
Il y a beaucoup de groupes maintenant dans les lycées. Et je vais pouvoir du coup envoyer ça à mes élèves. Alors côté élève, comment ça se passe? En fait, je vais ouvrir un nouveau navigateur. Vous voyez, là, on est dans le compte d'un élève qui s'appelle Kevin. Et Kevin, en fait, a reçu ici des notifications. Et donc, dans ces notifications, donc vous vous rappelez, hein, c'est la partie un peu sociale du service. Eh ben, l'élève a reçu ici son exercice et il va pouvoir du coup prendre là, il en prend un peu trop. Il va pouvoir prendre son exercice et il va aller le déposer en fait dans son dossier Histoire Géo. Il le met ici en Histoire Géo et l'élève va pouvoir du coup en effet répondre aux questions de l'enseignant de la même manière que l'enseignant personnalise son cours. C'est-à-dire qu'on clique sur sur la ressource et on va après sélectionner le bouton éditer et on va du coup pouvoir excusez-moi, j'ai fait une fausse manip. On va pouvoir du coup, comme ça, éditer le contenu de la perle. Alors pourquoi est-ce que, voilà. Vous voyez, je vais éditer. Je choisis éditer texte. Et là, je vais me mettre en dessous. Et puis l'élève va pouvoir développer ses réponses aux questions. Il peut même d'ailleurs rentrer dans le texte hein, s'il y a plusieurs parties Mm. comme ça de réponses. Et il va, une fois qu'il a répondu, renvoyer tout ça à son enseignant par le même moyen d'ailleurs que l'enseignant le lui a envoyé. Donc vous prenez ici l'annuaire et hop, on va aller chercher Monsieur François et on renvoie à Monsieur François son exercice. Notez que ça peut marcher aussi bien sur les téléphones mobiles. Si vous me voyez, je vais vous montrer un peu comment ça peut fonctionner sur un téléphone mobile. Vous voyez, là, c'est le compte en fait Ouais, l'application. de l'élève. Et en fait, juste, je vous montre comment on retrouve les manuels. Hein. Vous avez la même icône ici, les manuels, et vous pouvez rentrer du coup dans vos différents manuels ici très très simplement. Si on va là dans le quintet, qu'on le retrouve, on va retrouver notre chapitre. Euh, voilà, je vais dans le manuel de seconde. Et vous allez voir que la lecture même des contenus est assez agréable. Hein. Quand on clique dessus, on a une vue complète du manuel comme ça. Et alors du coup, si l'élève veut répondre à sa question, il va aller ici en Histoire Géo, il retrouve son exercice. Alors il pourrait répondre en éditant hein, de la même manière que sur le web, mais il peut aussi répondre grâce au bouton plus qui va vous donner la possibilité de vous enregistrer, de vous filmer, etc. Et vous voyez, si je clique sur appareil, j'aurai la possibilité de m'enregistrer, de prendre des photos, de faire des films. Et donc, tout à l'heure, on discutait en disant, on demande aux élèves maintenant de travailler l'oral, de savoir bien s'exprimer, etc. Là, voilà un moyen de répondre astucieusement aux Ouais, profs, de travailler le grand oral finalement. de travailler le grand oral. Et du coup, vous voyez, vous sélectionnez une vidéo. Là, je lance une petite vidéo. Alors, c'est pas très intéressant. Je vais vous montrer mes collègues au travail. Et je vais ensuite rajouter, et vous voyez, vous avez là mon petit film qui est en train de se charger. Et vous voyez d'ailleurs qu'il apparaît simultanément dans le Ah compte ouais, de sur l'élève à l'écran. l'écran. Parce qu'en fait, Pantries fonctionne en temps réel, ce qui est une condition très importante en fait pour que les choses puissent pour monter des scénarios pédagogiques. Parce qu'en fait, si vous êtes en séquentiel, il va falloir attendre qu'un des élèves ait fait quelque chose pour que l'autre le prenne en compte et que du coup il puisse réagir, etc. L'avantage de Pantry, c'est que le temps réel, c'est un peu comme si vous étiez sur le même bureau à plusieurs en train de travailler, quoi. Hein. Donc ça permet d'harmoniser tout ça très facilement. Et vous voyez là, l'élève peut renvoyer après à son prof euh, très facilement sa vidéo comme une réponse. Voilà. Ah, super. Et d'ailleurs, pour aller au bout du cycle, si on revient maintenant dans le compte de l'enseignant, je vais baisser un peu le niveau de zoom pour on y voit mieux. Et donc, vous voyez ici, il y a la partie Mon réseau. On voit que le prof a reçu deux notifications. Et alors, le problème de Mon réseau, hein, d'une manière générale, c'est que comme tout le monde s'envoie des tas de trucs dans un établissement, au bout d'un moment, tout est un peu entremêlé, c'est difficile de s'y retrouver. Alors, on a ce petit filtre qui va nous permettre en fait de sélectionner ce qu'on veut. Donc, vous allez dans l'annuaire, je dis moi je veux que ce que m'ont envoyé les secondes A. Et vous cliquez sur seconde A, vous sélectionnez vos élèves de seconde A,
Ça va vous permettre en fait de ne retrouver que ce que vous ont envoyé vos élèves de seconde A, et donc Ah, effectivement. de récupérer vos exercices. Et donc là, bah, vous pouvez les rattraper et puis aller les mettre du coup dans votre bureau à vous, dans un truc, moi j'ai normalement tout en bas un truc qui s'appelle Récup Exo. Voilà, enfin il est tout en bas. Hop, on va essayer de le. Voilà, il est là. Je le mets dans Récup Exo. Donc là, je suis en train de transférer en fait les exercices sur mon bureau. Et quand ils sont sur mon bureau, eh ben, j'aurai la possibilité là, en effet, de corriger tout de suite bah, les élèves et donc de cliquer sur éditer, éditer texte. Et là, bah, vous voyez, je peux aller dans chaque réponse de l'élève, avoir ma propre réponse pour bah, lui proposer de réfléchir un peu plus, etc. Voilà comment ça peut se passer pour la gestion des exercices et comment dire, des relations avec les élèves. Il y a un point important, c'est qu'on va travailler d'ailleurs sur ce point l'année prochaine. Et normalement, à peu près à la Toussaint, vous aurez la possibilité d'ajouter comme ça du texte, évidemment, mais aussi des sons, aussi des vidéos, aussi d'ailleurs n'importe quel type de fichier, ce qui rendra l'usage de la perle encore plus dynamique parce que, bah, par exemple, en sciences, ils pourront rajouter un tableur. Si vous avez besoin de rajouter en fait des éléments autres que juste du texte, vous pourrez le faire aussi. Voilà. Ça aussi, c'est une demande qui vient plus des professeurs de sciences, en fait. Mais c'est pour vous montrer que la plateforme évolue sous l'influence de tout le monde. Et voilà, il y a une autre petite chose que j'aurais aimé vous montrer, que je trouve, euh, comment dire, intéressante pour ces manuels, c'est qu'on peut aussi adapter des morceaux de manuels. Donc vous voyez, si on revient dans notre chapitre sur l'affirmation de l'État dans le Royaume de France, vous avez des études de documents. Un moyen d'activer les élèves, au fond, ça peut être d'affecter en fait à des groupes d'élèves des études de documents. Là, il y en a 6, par exemple. Vous pouvez diviser votre classe en 6 groupes. Si vous êtes 30, ça fait 6 groupes de 5. Et puis, ben, vous donnez un peu des activités à chacun de vos élèves. Là, comme vous pouvez le voir, il y a une étude de documents sur la politique économique de Colbert. Si vous avez des élèves qui se destinent à devenir économistes, ou en tous les cas qui se posent la question, vous pouvez tout à fait orienter en fait cette étude de documents vers quelque chose d'un peu plus économique que ce que le manuel d'histoire veut bien proposer. Et donc vous voyez cette activité là, je peux la prendre en entier. Pour ça, je clique sur le plus crochet. Le crochet, ça veut dire je prends tout en fait. Donc vous faites ça et vous allez l'ajouter du coup dans votre cours de sciences sociales ici. Et vous allez du coup récupérer l'activité du manuel. Et cette activité, on va pouvoir la refaire complètement. Donc par exemple, on peut modifier le titre. Vous voyez, donc je vais dans éditer le titre. Et là, je vais pouvoir du coup l'adapter à mes élèves et je vais mettre la politique de Colbert et sa descendance. Parce qu'on va regarder du coup comment l'intervention de l'État dans l'économie change le jeu. Et on va du coup inviter les élèves à peut-être travailler sur effectivement quelles sont les caractéristiques et les objectifs de la politique mise en place par Colbert, mais aussi euh, quels sont euh, les points communs et les différences, hein, et les différences avec le keynésianisme, par exemple. Et donc là, on va faire travailler les élèves sur quelque chose qui n'est pas du tout prévu par le manuel, mais qui, si vous avez des élèves qui sont véritablement intéressés par l'économie, vont s'emparer du sujet et vous allez les faire travailler sur quelque chose qui devient un tout petit peu différent. Et ça peut donner une activité. Alors c'est comme dans les émissions de cuisine, j'ai déjà préparé un truc tout fait à côté. Voilà. Donc vous avez là, du coup, la politique économique de Colbert et sa descendance. Et puis vous voyez, on peut, grâce aux onglets, faire quelles sont les caractéristiques et les objectifs de la politique économique mise en place par Colbert, qui est la question d'origine, avec là les textes qui ont été sélectionnés par Nathan et qui sont bien. Et puis vous rajoutez, du coup, en dessous, quels sont les points communs et les différences avec le keynésianisme. Et là, vous mettez en place un certain nombre de contenus avec bah voilà, Keynes, effectivement, c'est pas la même époque. Il s'intéresse probablement plus à des outils
d'administration plus contemporains aussi que ce que pouvait être un État du temps de Colbert, etc., etc. Et du coup, on va pouvoir là pointer en fait les différences à la fois d'objectifs, de conception, etc. Donc ça va être assez intéressant de pouvoir sensibiliser du coup les élèves pourvu qu'ils soient intéressés. Mais je voulais montrer parce que ça montre très bien le côté plastique en fait Oui. de ce manuel. Voilà. Et je pense que du coup on peut faire des Parce qu'en choses comme fait, ça extrêmement on intéressantes. on n'est absolument pas obligé de garder que les références ici. Tu as pris le Nathan, mais ça aurait pu être un autre. On peut rajouter nos propres textes qu'on aura été piochés à gauche, à droite ou telle vidéo. C'est complètement Absolument. ouvert. Ah oui, oui, on peut. On est dans Perltrees, hein, on est dans son bureau, donc on peut rajouter ce qu'on veut. Donc non seulement le manuel est éditable, mais en plus vous pouvez l'augmenter, vous pouvez rajouter des choses. Enfin, ouais, vous avez une pleine liberté en fait de conception, je dirais, hein, à partir de matériaux du manuel. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est à la fois une base de données de ressources pédagogiques, si vous voulez. Puis après, on peut de temps en temps s'appuyer un peu sur sa structure et puis la faire dévier pour l'adapter à nos élèves. Ou alors, on peut le reprendre tel quel. Ou alors, enfin, on peut rajouter, je sais pas moi, du vocabulaire, des vidéos, enfin des choses qui vont faciliter le manuel. Enfin, vous avez énormément de possibilités en fait à partir de là. Et aussi, le petit point de nouveauté qui peut intéresser ceux qui ont un Wi-Fi un peu précaire au lycée, vous avez dorénavant un petit moyen ici d'exporter sur votre ordinateur tout ou partie de votre compte Perltrees. Ce Ah, qui c'est en hors permet, ligne du coup. ce qui vous permet d'avoir un accès hors ligne, en effet, à vos ressources y compris du coup aux ressources du manuel. Et du coup, quand vous l'ouvrez, ça va vous télécharger un petit dossier au format zip qu'il faudra ouvrir. Et en fait, ce petit dossier, pardon, là, il met un petit peu de temps à arriver, mais en fait, dès qu'il sera là, il va vous permettre en fait de retrouver toutes vos ressources sans problème. Ouais, Voilà. c'est pratique ça. Ouais, Pour avoir connu quelques soucis de Wi-Fi. c'est un Bon, on en petit connaît encore un petit plus. peu de temps en temps, mais ouais, c'est pratique ça. Voilà. Si j'élargis, toi et l'équipe Pearl finalement, qu'est-ce que vous attendez de nous, d'une collaboration avec l'équipe Note? Comment vous voyez ça, vous, de votre côté? Bah, Qu'est-ce qui vous intéresse en fait dans notre projet? vos retours. C'est assez simple, hein. Nous, on cherche à de toutes les façons, on travaille en permanence sur la plateforme et sur les manuels. Et donc, plus Mhm. on a de retours, plus c'est intéressant. Parce que ça permet de nourrir la conception du produit futur. Ça permet d'améliorer du coup pour l'ensemble des utilisateurs. Et ça fait une boucle itérative qui est vertueuse, disons. Et voilà, donc moi j'attends des retours. En ce moment, les éditeurs sont OK pour partager avec tous les lycées les ressources. Allez jeter un œil, elles sont dans votre compte. Voilà. Si ça vous intéresse, dans la plupart des régions, vous pouvez les commander tout de suite pour les conserver l'année prochaine, parce que ça vous donne pas mal de capacité d'action, de capacité pédagogique, je dirais. Et voilà. Mais nous, si par exemple on vous fait remonter des pratiques qu'on va faire en histoire géo, en spécialité, que ce soit en collège ou en lycée, ça vous intéresse Ah, ça nous voilà, intéresse on beaucoup. expérimente des choses, on vous fait remonter. Si vous voulez, plus on est au courant de vos pratiques, le Ouais. plus on est capable de faire un bon produit. Et en plus, certaines bonnes pratiques permettent aussi de nourrir les formations. C'est-à-dire que ça Mm. sert à deux choses, hein. Ça sert effectivement à améliorer le produit et ça sert aussi à partager. Alors, on partage pas le cas précis d'un enseignant, mais on partage l'inspiration. Et donc, on peut apprendre quand on a vraiment des très bons cas, comment on fait pour un grand oral sur un sujet de ce type-là. Voilà, on dit ce qu'on a vu. Donc, c'est très très utile et vous contribuez d'ailleurs à des collègues en fait, hein, en faisant ça directement. Ah, super. Déborah, tu as des questions, toi? Alors, attends, je... j'ai mon micro là?
Oui, oui, tu as ton Ah, micro, on super. t'entend. J'étais en train de chercher. Alors, moi, je suis une utilisatrice évidemment très heureuse hein, de Pearl Trees. Avec mes élèves, j'ai parfois des problèmes, enfin, c'est des difficultés comment dire, de mise en route pour les élèves, de les guider à distance. Alors, je ne sais pas si par hasard, peut-être la réponse a trouvé sa question au début de votre intervention, et donc je serais désolée si je fais une redite. Mais est-ce qu'il y a la possibilité pour les élèves de leur envoyer dans les établissements des tutoriels de prise en main pour eux, en fait, adaptés à leurs usages? Parce que moi, je sais que ça me prend un temps certain, en fait, à tout leur lancer. Et je pense même, vous voyez, au tout début, dans le lancement, quand ils se connectent pour la première fois, vous voyez, des choses, des basiques, ça pourrait être utile. Voilà, c'est mes pistes, les pistes que je vois venir. Vraiment pour les élèves directement, sans forcément le truchement de l'enseignant entre les deux. Donc, je vous ai déjà posé peut-être la question. Ah bah en fait, c'est une excellente question parce que, et beaucoup de gens nous la posent. Et en fait, effectivement, on a prévu un certain nombre de choses, mais c'est pas toujours bien connu. En fait, on propose des formations des élèves en début d'année pour tous les lycées. Et alors, généralement, on les propose aux référents numériques. Après, ça passe plus ou moins auprès de chaque enseignant. Mais il y a cette possibilité-là. C'est d'ailleurs la technologie qui nous permet de le faire. C'est-à-dire qu'en fait, on passe par des formations qu'on fait en streaming. Alors, on les fait pas sur Twitch comme les gamers, on les fait sur YouTube. Mais du coup, les élèves ont un lien, ils se connectent. On fait ça le mercredi après-midi pour qu'ils puissent venir. Et donc, les élèves assistent à une formation et en direct. Par ailleurs, on a mis en place en effet des tutos pour les élèves. Alors évidemment, comment dire, la manière de gérer son compte Pantries est beaucoup plus simple pour un élève qu'elle ne l'est pour un enseignant. Les élèves n'ont pas à concevoir de choses particulièrement. Ils doivent récupérer les cours de leurs élèves, ils doivent organiser pour que ce soit pas le bazar dans leur compte, ce genre de choses. Ils doivent apprendre à faire un exercice. Mais ça se fait assez vite et assez bien. Et du coup, il ne faut pas hésiter dans votre établissement, effectivement, en début d'année, demander quand est la formation Pantries à votre référent numérique, voilà, ou à nous solliciter si vous êtes référent numérique et que par malheur l'information ne vous est pas arrivée. Enfin, c'est prévu. Donc en fait, normalement, vous avez ces formations qui permettent de dire, allez, on y va, les élèves, formez-vous. Ça fait d'ailleurs des beaux moments sur YouTube, parce qu'il y a parfois 800 élèves qui se forment d'un coup. Enfin, c'est assez marrant. Mais, euh, mais effectivement, ouais, c'est prévu. Et derrière, il y a des tutos. Donc effectivement, le but, c'est pas que vous passiez une séance. Il y en a suffisamment peu pour que vous n'ayez pas à faire une séance sur Pantry, sinon ce serait trop. Et voilà, donc là, l'idée, c'est de sortir ça, si vous voulez, comme vous l'avez dit, hein, du temps de l'enseignant, pour que les élèves puissent l'apprendre par eux-mêmes, en fait. Alors, je dis ça parce que toute première fois, en fait, quand la toute première séance où, enfin, j'imagine que tu as dû connaître ça aussi, Ludo, c'est quand on récupère les élèves. Il faut vraiment que les élèves se connectent une première fois pour qu'on puisse les voir et pour qu'on puisse les intégrer à notre groupe. Ouais. Et donc, en général, il y a tout ce temps de mise en route qui est un peu perdu et auquel si je peut peux s'ajouter témoigner, effectivement le temps de lancement. Vas-y, dis-moi. si je peux témoigner, comme moi je suis référent numérique dans mon établissement, en fait, avec Stéphane Réolon, que tu connais, François, Oui. en fait, on a mis une pratique qui est toute simple, c'est que les profs de SNT en seconde passent 2 heures à distribuer les codes. Alors, ça va être les codes Pronote. Nous, c'est Atrium, notre ENT. Et on passe aussi, parmi ces 2 heures, du temps pour tous les former à Perl Trees. Et en fait, ça marche très bien. Parce que comme ils l'ont fait en seconde, après, ça remonte. Et plus les collègues, en fait, l'utilisent, moins il y a de soucis. On a eu des problèmes au tout début quand effectivement on avait lancé, puis on savait pas, on avait un peu tâtonné, comme tu as fait. Effectivement, il faut qu'ils se soient connectés une première fois. Il y a des collègues qui n'avaient pas utilisé, donc en fait d'une classe sur l'autre, il y avait vraiment des écarts. Mais le fait qu'on ait imposé ça en tout début d'année de seconde nous permet ensuite de pouvoir fonctionner beaucoup plus facilement. Après, il faut aussi que les collègues l'utilisent. C'est l'un des problèmes, c'est que selon les matières, tout le monde ne va pas l'utiliser. Nous, je sais qu'en histoire géo, ça marche très bien parce que c'est un outil qui permet de faire plein de choses. Après, ça dépend des classes, véritablement.
Ah ouais, c'est vrai que j'en ai un usage industriel de Peltrise pour moi et pour mes élèves. D'ailleurs, si j'avais pas eu Peltrise, j'aurais vraiment été très paralysée pendant le confinement. Et puis même au quotidien, Ouais, pareil. c'est un sacré confort de plus avoir la clé USB, d'avoir toujours la ressource qui est là, dès qu'on a vu quelque chose, une pépite le matin, elle est disponible immédiatement au cours de 14 heures et il n'y a pas eu besoin de faire un transfert, ça s'est fait directement depuis le portable. Enfin, il y a vraiment quelque chose, c'est effectivement magnifique pour l'enseignant. Moi, j'avais des questions, parce que j'ai des choses que j'ai apprises, hein, l'exportation, ça, je ne savais pas faire. Donc D'ailleurs, en parallèle, j'ouvrais ma page pour voir comment est-ce qu'on peut faire pour exporter. Comment exporter. Moi, j'avais une question par rapport à la protection. Mais c'est peut-être une chose que je ne sais pas bien faire. La protection des données au sein d'un groupe, d'un espace de travail, hein, d'un groupe qu'on partage avec ses élèves. Et j'ai eu le souci à un moment avec un élève. Je vous explique que donc tous mes élèves sont sur une perle que j'ai subdivisée qui correspond donc à l'espace de travail de la classe. Et à un moment, j'ai eu un élève qui a jeté, il pensait être sur son espace, qui a jeté tout mon dossier avec 150 perles dedans. Et donc, je ne retrouvais plus rien. Et je me suis fâchée très fort. Alors, je l'ai rappelé lui en lui disant non, mais en plus, bon, avec l'historique, hein, j'ai pu trouver le coupable tout de suite. Et je lui ai dit de le remettre illico. Mais c'est vrai que ça m'avait stressée. Alors, ma question, elle était, parce que j'en suis maintenant en fait à avoir deux parties. C'est-à-dire que j'ai une première partie qui est pour moi. Et puis, j'alimente régulièrement une partie qui est que pour les élèves. Et le souci, c'est que lorsque, par exemple, j'augmente par une nouvelle ressource une partie, j'oublie de le faire pour la seconde. Et c'est plus aussi confortable qu'avant. C'est-à-dire que je vais avoir pour le même dossier finalement, mais dans deux endroits différents. D'un côté, j'aurai 180 perles, de l'autre, j'en aurai 153. Enfin, ça va me compliquer. Je ne sais pas si je suis assez claire. Si, si. Donc, est-ce que c'est possible dans un espace qui est un espace avec donc l'équipe, une équipe classe, de dire que voilà, telle perle, là, on ne peut pas supprimer? Non, on ne peut pas. On ne peut pas geler en quelque sorte ou protéger des perles. En revanche, dans l'historique, vous avez la possibilité de restaurer les perles effacées. Et donc ça, vous l'avez peut-être pas vu du coup à ce moment-là, mais ça vous permet, si on en efface 150, de récupérer les 150. Ah Du ouais, parce que coup, moi j'avais vu qu'il Oui, parce l'avait qu'en fait, fait. si j'ai bien compris, moi ça m'est arrivé aussi, et puis j'ai dû le gérer pour des collègues. En fait, celui qui a créé la perle initiale est le seul qui peut la détruire complètement. oui. Et du D'accord. coup, Donc en fait, toi, tu as créé ta perle avec ta classe. Tu as un élève du groupe qui jette tout. En fait, dans l'historique, tu as le bouton restaurer, tu pourras tout récupérer. Alors c'est ce bouton-là que j'ai pas dû voir parce que ouais, voilà. moi j'ai vu un tel à supprimer. Oui, ça Ouais, mais c'est ça m'est écrit. arrivé hein, sur des dépôts de travaux comme ça. Et en fait, tu cliques sur restaurer. Comme c'est toi qui as créé cette perle, tout revient. D'accord. D'accord, c'est Vous avez la possibilité de. C'est ça. Donc en fait, on n'empêche pas l'action, parce que si vous demandez à un élève d'enlever deux perles, il doit pouvoir le faire quand même. Et vous pouvez par contre restaurer tout ce qui a été effacé. Et voilà, et effectivement, vous pouvez gérer en ayant un master et une duplication que vous ouvrez ensuite à une équipe. Mais c'est vrai que ça va forcément créer un décalage entre les deux branches, du coup. Voilà. Mais vous pouvez avoir une logique, il y a beaucoup d'enseignants qui font ça, qui ont une logique de master, avec des cours qui d'ailleurs parfois peuvent être adaptés en fonction des classes. Je ne sais pas si vous avez des différences de niveau d'intérêt dans les classes. Vous faites un master, puis vous pouvez dupliquer votre collection. Alors effectivement, je fais des choses un peu comme ça, mais c'est vraiment parce qu'après pour moi, je sais que c'est perturbant de me dire mince dans quel endroit, enfin, il faut que quelle est la perle Oui. en plus qui manque dans mon espèce de racine. Enfin, c'est pas, entendons-nous, c'est pas là en plus ce qu'on vient de me dire sur la possibilité de le restaurer moi-même. Sur le moment, je l'avais pas vu, donc ça m'avait ça m'avait un peu Et stressée. vous avez toujours. Dans ces cas-là, n'hésitez pas aussi à nous appeler ou à faire une recommandation, une réclamation. Vous avez un lien avec quelqu'un qui s'occupe de votre établissement directement depuis votre compte. Donc, n'hésitez pas, on est là pour ça. Il y a un service qui fait ça.
Donc, allez-y, vous dites, voilà, j'ai perdu mes perles. On en a sans arrêt des messages comme ça. Et on restaure, et du coup, on apprend à le faire, et puis après, ça se reproduit pas, quoi. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? C'est vrai que j'ai surtout des félicitations à faire parce que mon utilisation industrielle, comme je disais, de Purl13 m'a quand même énormément facilité la tâche et j'ai fait des conversions autour de moi. J'étais une prosélyte de Purl13 active, mais bon, j'avais pas besoin de trop forcer parce que l'application est parfaite. Moi, j'avais des questions aussi par rapport à la connexion quand on est un élève parce que moi, j'ai commencé par un compte personnel professionnel et ensuite mon compte a été fusionné avec un compte, le compte prévu établissement. Donc, j'arrive à me connecter sans problème directement sur purl13.fr, à me connecter directement sur mon compte. Par contre, les élèves ont toujours eu du mal à se connecter hors ENT. Avec l'application. En fait, ils peuvent effectivement. Comment font-ils pour récupérer les codes? Ma question, c'est ça, c'est comment font-ils? Parce que le souhait, c'est de pouvoir contourner le NT. Quand ça plante, on est content de pouvoir rentrer sans le NT. Là, vous touchez une zone délicate parce que il se trouve que l'académie nous engage à ne pas le faire. Donc, ce que je vais vous dire est secret. Ah, mais vous êtes enregistré. Oui, mais... Et on va diffuser à une heure de grande écoute. C'est pour ça que c'est compliqué. En fait, les élèves ont un identifiant qui permet de les identifier. Enfin, c'est leur nom de compte, en fait. Donc, celui que vous voyez quand vous regardez l'URL de votre compte, vous avez toujours le nom. En fait, c'est votre identifiant qui est dedans. Il se trouve qu'il est généré automatiquement dans le Gard, parce que vous, je crois que vous êtes dans les Yvelines, et il me semble que du coup, vous devez vous connecter via le Gard la première fois, et c'est les identifiants du Gard qui permettent de générer le compte, en fait. Et donc, le nom, l'identifiant, sera celui-là. Après, il y a un mot de passe, et ce mot de passe peut être défini via l'onglet Mon compte par les élèves. Le mot de passe, en fait, ils vont pas le connaître comme ça a priori parce que c'est un mot de passe qui va être généré automatiquement. Mais les élèves peuvent le reconfigurer en allant dans mon compte, mot de passe. Là, ils mettent leur mot de passe. Et en fait, après, ils pourront s'identifier via leur identifiant et leur mot de passe sur purl13.com, sur une app, sur ce qu'ils veulent, quoi. Nous, c'est ce qu'on fait. Mais c'est intéressant de ce que tu dis là, parce que nous, on n'a pas ce problème avec la région, en fait. Comme on a eu les tablettes. Dans le Gard aussi. Eh ouais, c'est ça. Et donc, en fait, nous, les élèves, soit ils se connectent via Trium, donc via le NT, soit ils utilisent l'application. Et la plupart du temps, en fait, on utilise l'application directement. Comme on a la tablette ou même le smartphone, on passe même plus par le NT. Alors, j'avoue que personnellement, je serais donc content de récupérer un tuto quelconque qui m'explique ce que je dois dire aux élèves, parce que là, je ne vais plus les voir en plus, donc je vais oublier. Je te fais ça. C'est pas un problème. Je l'ai, le tuto, il est déjà prêt. Je le distribue à tous mes collègues en début d'année. Parfait, merci. Ah ouais, alors là, c'est très simple à faire. C'est quand même très handicapant de passer absolument par le NT à chaque fois, parce que le NT est assez, c'est une grosse machine à faire marcher, c'est lent en fait, on perd de précieuses minutes au démarrage et autant quand on accède par soi-même sur Safari, Google ou que sais-je, ça se fait très vite. Mais alors dès qu'il faut passer par le NT, on perd encore de précieuses minutes dans le cours. Et en plus, je pense que c'est un des freins au développement des usages élèves, parce que comme c'est quand même contraignant à chaque fois d'y aller et qu'il faut leur dire, parce que un enseignant qui a un gros usage de Purl13, il peut faire son cours sans avoir à demander aux élèves de se connecter. Il ne va le faire que vraiment pour les exercices, comme on a vu tout à l'heure, ou quand il faut déposer des choses comme ça. Mais en fait, il y a beaucoup d'usages qui pourraient être développés à l'intérieur même du cours. Moi, je vois tout à l'heure ce qui a été dit sur les vidéos. Moi, je n'y avais pas pensé du tout, mais pour préparer le grand oral, mettons qu'on mette les élèves en groupe, qu'ils doivent rendre un exposé ensemble. C'est toujours fastidieux d'écouter tous les exposés des élèves à la chaîne parce qu'on manque de temps. On peut très bien dire, écoutez, voilà, vous allez travailler et vous me rendrez un exposé que vous enregistrez et vous me le déposez. Mais ça marche super bien.
Voilà, je pense que ça marche très Ça bien, mais marche mon super bien, problème à franchement. moi, c'est après comment faire pour transférer l'enregistrement directement sur Pearl-Trees. Et c'est là qu'on revenait à cette histoire de connexion. C'est qu'en gros, les élèves, moi, c'est ce que j'ai un peu perçu dans mon établissement, les élèves attendent d'être chez eux le soir sur leur ordinateur personnel pour le faire. Parce que sinon, ils passent par leur smartphone. Alors, du coup, c'est l'ENT par le smartphone. Enfin, en fait, c'est compliqué. Voilà. C'est pour ça que je pense que la connexion, ça va rendre l'usage de l'application, enfin la connexion en direct, ça va rendre l'usage de l'application plus naturel. Et je pense qu'en cours, effectivement, ça ouvre de sacrées pistes. Ah oui, complètement. Est-ce que tu serais disposé, toi, François, ou avec quelqu'un d'autre de l'équipe, à ce qu'on se voit de temps en temps au cours de l'année avec des Clio? On monte, tu sais, un petit groupe. Nous, on a nos Très usages ravi. et tu sais, on se fait une petite réunion et on vous fait remonter ce qu'on fait. Surtout quand on est, enfin, moi, je suis dans le sud, mais il y a Cécile, il y a Déborah qui sont en région parisienne. Je pense à Quentin aussi, qui n'a pas pu venir cet après-midi, mais qui aurait aimé passer et qui, lui, est en Bretagne. Où tu sais, voilà, on fait remonter nos usages, on discute avec vous et puis vous prenez ce que vous voulez dedans. Ça vous intéresse, ça ou pas? Bah, moi, j'en suis ravi, ouais. Ça, Ouais. c'est super de faire ça. C'est ce qu'il y a de mieux. Ouais. C'est super. Mais pour Ouais, les parce que manuels, orienté histoire géo pour le coup, hein, mais ça, on peut le faire pour vous. Et puis, Non, mais c'est comme tu dis, il y super. a la boucle Tu vois, itérative. enfin, je vais te dire, que ça va peut-être t'étonner, mais il y a, au mois de janvier, on s'est appelé, Ludovic. Tu m'as dit Ouais. qu'en histoire, et on pouvait travailler les automatismes comme en maths. Je sais pas si tu te souviens. Du coup, je Oui, l'ai oui, gardé tout à là. fait. Et en fait, l'année prochaine, on voudrait travailler justement sur l'accompagnement de ces exercices. Du coup, moi, j'ai gardé ton cas. Je peux te le retranscrire tel quel. Ce que tu veux, c'est que Mhm. tu puisses analyser les résultats des élèves, avoir une sorte de tableau C'est qui te ça. permet de dire les endroits sur lesquels ils ont des points faibles, du coup, pouvoir affecter les bonnes Ouais, ressources aux élèves qui ont des points faibles et pouvoir éventuellement partitionner la classe en groupes selon les points qu'ils ont à réviser. Bon, bah voilà, c'est pour ça. moi, ça, c'est presque un brief pour les mm. développeurs après. C'est OK, bah fais-moi ça. Je veux un truc d'analyse des résultats. Il faut qu'il y ait un tableau qui soit visible quelque part dans le compte de l'enseignant. Comment on fait? Voilà, c'est pas pour ça qu'on va le résoudre en 2 secondes, hein. C'est hyper compliqué de le faire. Parce que où est-ce Ouais, qu'on bien met le sûr. tableau? Où est-ce que machin? Comment est-ce qu'on fait pour le suivi? Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de synchro? Enfin, etc. Donc il y a plein de problèmes. Mais en même temps, ça, c'est un brief hyper intéressant parce que ça donne une voie très claire sur l'attente. On sent que ça peut servir à n'importe quel type d'enseignement. Ça marche en SVT, en maths, en ce qu'on veut, même en sport. Et, et voilà, et ça permet de faire avancer la plateforme et d'apporter, je pense, un vrai plus pédagogique qui va dans le sens, en plus de la différenciation, de la personnalisation de l'enseignement, qui lui-même est de plus en plus présent dans le programme quand on le voit évoluer sur un peu sur le temps. Donc effectivement, c'est extrêmement intéressant. Je pense que c'est un bon moyen de faire progresser les choses, quoi. Ouais, bah, moi, en tout cas, je suis chaud pour faire ça. Je pense qu'on en a Mm. discuté de toute façon entre Ouais, nous, ouais. entre Ah Clio. ouais. Il n'y a pas Moi, de. je serais ravi. Ouais, Ouais, avec plaisir. bah, nous aussi. Ouais, ouais, plaisir. Que ça, là, tu me dis, on fait ça une fois par trimestre, enfin, Mhm. comme tu veux, mais moi, ça me semble très bien. Très intéressant. Bon, bah, super. Bon, moi, après, j'ai pas de questions, je connais bien le truc, donc. Enfin, je pense que je connais à peu près le truc maintenant. Je sais pas, Déborah, si tu as d'autres questions ou si François, tu veux rajouter. Non, Ah moi, ça non. me va. Non, moi, Bon. j'ai rien à rajouter. Juste le truc, c'est qu'effectivement, si ça vous intéresse, je vais dire commandez-le. Alors, évidemment, ça fait un peu marchand de chaussettes quoi, quand on fait ça, Ouais. mais en fait, je vais vous dire pourquoi c'est important. Parce qu'en fait, ça a 2 ans, les manuels granulaires. En vrai, c'est une innovation qui est partie de nous. Je vous l'ai raconté, on est allé voir des éditeurs, Ouais. et en fait, il est possible que ça disparaisse aussi. C'est-à-dire qu'un jour, on dise, ouais, bon, économiquement, il n'y a pas un espace suffisamment fort, et du coup, on arrête, quoi. Et je trouve que ça serait dommage. Parce que je Ah ouais. pense qu'il y a vraiment quelque chose dans ces manuels granulaires. Je pense qu'en fait, évidemment, il y a encore beaucoup de choses à faire, je dirais. Il Mm. faut améliorer les exercices, il faut améliorer la capacité de réponse, il faut simplifier des trucs et tout ça. Mais on va le faire petit à petit, ça se fait pas en un jour, quoi. La technologie du papier, elle a 500 ans.
Et Oui. elle a progressé petit à petit. Et je pense qu'au début, les bouquins n'étaient pas aussi bien que ce qu'on fait aujourd'hui. Et Non, complètement. là, il faut qu'on fasse en sorte, si vous voulez. Moi, ce qui me déçoit dans les... Enfin, de toute façon, on en a parlé avec Nathan, si vous voulez, c'est que le manuel numérique actuel est un manuel qui est paginé et qui, en fait, reproduit l'ergonomie, en fait, d'un autre média, qui est le papier, pour éviter de perdre les gens, ou par défaut d'imagination. Je pense que c'est pas comme ça qu'on peut tirer le meilleur du numérique. En fait, je pense qu'avec le numérique vient une nouvelle manière, un nouveau rapport au manuel, aux ressources pédagogiques d'une manière générale, et que c'est une opportunité pour mieux personnaliser l'enseignement, pour donner de la liberté à chacun, etc. Et je pense que c'est de ça dont il faut s'emparer. Et pour que ça vive, il faut qu'on puisse s'en emparer à une certaine vitesse quand même. C'est-à-dire qu'il faut que ça marche, quoi. Sinon, on n'y arrivera pas. C'est quelqu'un d'autre qui le fera dans 5 ans, dans 10 ans, ailleurs, dans un autre pays, etc. Et je pense que c'est ça qu'il faut essayer de faire vivre. Voilà, entre passionnés, quoi. Ouais. Alors, Bah, en tout cas, je pense que nous, on est dans cette optique-là. Voilà, pour l'innovation, pour tenter des choses et puis faire avancer tout ça. Alors, j'entends, enfin, effectivement, ce qui a été dit. Maintenant, il y a quand même des lignes de fond. On est quand même dans des régions, en tout cas, c'est le cas en Île-de-France, où on tient quand même dur comme fer au manuel numérique. Et le problème, c'est que Gare étant donc adossé à l'UNT et qu'il y a toujours ces problèmes de connexion qui se sont révélés cette année. Et en fait, la présentation d'un manuel qui est effectivement une sorte de manuel scanné, c'est pas pour les, enfin, effectivement, enfin, technologiquement, c'est pas très intéressant en fait. C'est pas très intéressant. C'est lourd à utiliser et je trouve que le manuel granulaire a effectivement de l'avenir. Moi, mon souci avec le manuel granulaire, c'est que bon, d'abord, il n'y a que Nathan qui le fait. Il n'y a que Nathan qui le fait et il n'y a pas eu en fait un effort particulier de concevoir des ressources spécifiques au manuel granulaire. Enfin, moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'on ait la possibilité beaucoup plus de rajouter des éléments. Alors, je viens aussi d'un établissement où on n'a pas choisi le manuel. On a un manuel qui aurait pu être en Perl 13, qui n'a pas été choisi en Perl 13. Enfin, je passe les détails. C'est sûr que ça ne s'est pas fait comme ça. Mais en gros, il y a ces deux systèmes cloisonnés. Il y a une partie pour le manuel et puis il y a ma partie à moi qui est partagée avec les élèves. Donc, en fait, les élèves ont 3 parties à gérer. Ils ont leur espace, mon espace, c'est celui du manuel, mais les 3 ne fonctionnent pas vraiment ensemble. Et donc, je pense qu'un biais, c'est vraiment la possibilité de pouvoir fusionner clairement les comptes. Alors, on peut le faire manuellement, ça, hein, on peut le faire manuellement, mais les élèves, comme c'est pas pleinement automatique, ils vont pas forcément percevoir après sur la page du prof que ça, en fait, c'est le manuel et que ça, c'est une ressource en plus. Oui. La distinction va pas être nette. Et puis, il y a aussi un autre souci, c'est comme encore une fois, c'est granulaire et qu'il n'y a plus de pages, quand on veut donner des devoirs, c'est beaucoup plus compliqué de leur dire avec un manuel granulaire, alors il va falloir aller dans ça, 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 pour ensuite trouver les questions. Absolument. C'est très intéressant, ça. Je suis désolé, je vous interromps peut-être, mais je bondis parce que j'en parlais tout à l'heure avec des collègues au bureau. En fait, effectivement, quand on dit tiens, il faut aller page 143 prendre l'exercice 22, qui est une phrase courante, en fait, c'est une phrase qui est profondément attachée à un mode technologique qui est celui de la technologie du papier, en fait. Dans le manuel granulaire, en fait, vous allez prendre le manuel, vous allez le mettre chez vous, vous allez prendre ces quelques ressources, vous allez les mettre chez vous, vous allez les partager directement avec les élèves. Et attendez, excusez-moi, donnez-moi juste une seconde. Pardon, excusez-moi. Donc, ouais, et en fait, là l'idée, c'est de cliquer sur partager et ça s'envoie aux élèves. Du coup, les élèves ne peuvent plus se tromper, d'une certaine manière, parce qu'ils l'ont dans leur compte.
Et vous voyez, enfin, moi j'ai des souvenirs d'élèves, même j'ai vu Zachary, mon fils, qui l'autre jour s'est gouré d'exo en sciences physiques. Et il me dit, tiens, tu peux m'aider à corriger l'exercice 42, je sais pas quoi. Je lui dis, bah déjà, pour commencer, tu as fait le 43. Donc, il me dit, ah merde, je s'était trompé de ligne. Et en réalité, si vous voulez, c'est là où il y a un changement de paradigme, en fait. Hein. Ouais. Et c'est là où, en fait, effectivement, quand on prend le paradigme du papier pour faire marcher le manuel granulaire, ça marche pas complètement. Et alors, on a remis les pages dans le manuel granulaire, d'ailleurs, au passage. Je vous le dis parce qu'effectivement, on a senti que c'était important que le pont entre les deux se fasse mieux, qu'il ne soit pas extrémisé, si vous voulez. Mais néanmoins, il y a quand même cette idée, si vous voulez, ça se conduit pas de la même façon tout à fait, quoi. Et en effet, il y a des petites choses comme ça qu'il faut ajuster. Et c'est très intéressant de le faire. Et c'est amusant aussi de le découvrir, de voir la manière dont en fait, ah ouais, du coup, faut le passer comme ça, faut le faire un peu différemment. Et voilà. Mais c'est-à-dire, on a remis les pages pour qu'on puisse maintenant faire via la recherche. Je vous l'ai montré tout à l'heure dans le bouquin de géographie. Vous savez, vous faites géographie seconde, page 110. Et là, vous aurez en fait toutes les ressources granulaires, enfin toutes les ressources de la page 110 du manuel papier en fait. Voilà, donc vous pouvez les retrouver quand même. Et c'est un point qui perso me passionne beaucoup. Je suis désolé, j'ai un peu interrompu la démonstration, mais j'adore parce que c'est tellement, c'est très caractéristique d'un changement de technologie en fait. Moi, j'ai fait le tour. Moi aussi, moi aussi. En tout cas, c'est très gentil d'avoir pris le temps de pouvoir échanger avec nous. Ah bah non, merci de me recevoir, c'est super. C'est très intéressant comme exercice et c'est super si on peut se revoir régulièrement pour Non, bah avec plaisir, je effectivement te dis. discuter, critiquer comme ça. Faut faire avancer ce truc quoi pour faire un bel outil. On est là pour ça quoi. Je pense ce qui est très intéressant, et là, Déborah et moi, on peut en témoigner, on est dans des régions différentes, on a des pratiques différentes. Toi, tu as une vision qui est beaucoup plus large de toute la France finalement, parce que vous êtes dans diverses académies et diverses régions. Et effectivement, entre centre-ville, pas centre-ville, entre collège et lycée, on a tous des possibilités différentes, des pratiques différentes. Et en fait, c'est en faisant remonter d'un peu partout, des clionotes d'un peu partout, qu'on peut aboutir à quelque chose qui soit encore plus efficace finalement, bien que ce soit déjà un très bel outil. Hmm. Mais tu sais, cette année, moi, j'ai passé tout mon temps presque entre janvier et mars à faire des interviews de gens qui avaient utilisé le manuel granulaire. Parfois, je fais des interviews de gens qui utilisent juste la plateforme, mais pour comprendre, en disant, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites quand vous n'aviez pas de manuel granulaire? Par exemple, c'est étonnant de voir le nombre d'enseignants qui disent, bah, en vrai, moi, je reçois des spécimens, donc quand même beaucoup. Ce que je fais, c'est que je prends des photos, je découpe pour recomposer un manuel à partir de ce qu'on m'a envoyé. Et c'est fascinant. C'est-à-dire qu'on se dit, mais quel temps il faut passer pour faire une photocopie, la découper, refotocopier un truc. C'est dingue pour faire un bon cours. Mais c'est très courant, hein. C'est pas du tout c'est pas Oui. du tout un usage minoritaire ce que je décris. Moi, Non, mais ça me fait sourire parce que moi-même, je faisais ça au tout début. Et d'ailleurs, je pestais parce que quand on découpait, justement, on découpait aussi le verso. Oui. On pouvait donc plus utiliser le verso. Mais bon, après, c'est vrai qu'Internet, les usages numériques ont quand même donné un grand coup de main à tout ça. Oui. Mais je pense que c'est aussi il y a encore des collègues effectivement qui fonctionnent comme ça. Par contre, c'est sûr que le fait d'utiliser la ressource de tous les manuels, de tous les spécimens envoyés comme base de données pour faire le cours, ça, je pense que c'est vraiment un fonctionnement qui est pratiqué par la très très grande majorité des collègues aujourd'hui, parce que Clairement. on a besoin. En fait, on a souvent besoin, pour comprendre où va le programme, de voir comment d'autres ont compris aussi le programme. Tiens, et c'est là qu'on dit, bah tiens, tel bouquin a parlé de ça, et je trouve que c'est intéressant que ça n'a pas été vu jusqu'à présent. Enfin,
bon, c'est un moment d'autonomie aussi pour l'enseignant, hein, de se dire que là, quand même, il pilote et qu'il ne va pas simplement suivre le manuel que l'établissement a choisi et puis qui, quoi qu'il arrive, aura ses faiblesses. Hein, même s'il est bien par ailleurs, on a choisi le meilleur par rapport aux autres, il est quand même sur un chapitre, sur un autre chapitre, peut-être un peu plus léger et bon, on a besoin de compléter. Moi, par contre, je vais devoir vous laisser. Ouais, vous aviez aussi une question avant celle sur les pages, qui était et les autres éditeurs en fait. Oui. Et donc en fait, on n'est pas du tout l'instrument de Nathan ou de Bordas, si vous voulez. On va développer d'autres éditeurs qui vont arriver. Probablement, enfin peut-être on va travailler avec Belin. On a déjà un accord avec eux pour le collège. On pourrait imaginer de faire aussi des manuels lycée. Enfin, on va proposer comme ça. Et puis s'il y a des demandes, on peut aller voir des éditeurs en disant écoutez, voilà, on a des établissements qui nous demandent beaucoup votre manuel. Est-ce que ça vous intéresse qu'on les granularise, quoi? Je dois dire que jusque-là, on a été aussi un peu limité de manière industrielle parce que la conversion en fait d'un manuel au format granule, si vous voulez, prise est assez compliquée et prend pas mal de temps. Et voilà, donc là aussi, ça a été une grande partie de recherche chez Plantry, c'est-à-dire qu'on on est en train de le finaliser là, mais un algorithme qui maintenant permet de rentrer le PDF du manuel et de le sortir installé dans Plantry. C'est assez intéressant, c'est une technologie. C'est d'ailleurs pour ça qu'on travaille aussi avec le Luxembourg, parce qu'en fait, le Luxembourg a au ministère de l'Éducation du Luxembourg, si vous voulez, ils ont fabriqué énormément de manuels par eux-mêmes. Et donc l'idée, c'est comment numériser tous ces manuels. Et cet algorithme permet de le faire. Et du coup, ça permet d'aider le gouvernement luxembourgeois, quoi. Ouais, bah, c'est super. C'est rigolo. En tout cas, plein de belles perspectives pour nous, ensemble. Bah oui. Bon, bah merci beaucoup. Du coup. Je te remercie.